Bonsoir. Vous faites bien d'être sur Business 24 Africa. Vous suivez votre émission Intelligence économique. Quel après Covid-19? Sortir du collapsus économique, reconstruire la puissance africaine, c'est le thème de votre numéro d'intelligence économique. Lentement, difficilement, mais sûrement, le monde est en train de sortir de la Covid-19. Depuis, les dirigeants internationaux et africains ont une seule question sur les lèvres: quel après coronavirus? Et justement, dans ce numéro, un livre en parle et nous recevons son auteur. Restez avec nous. De retour sur le plateau, quel après Covid-19? Les solutions du livre Sortir du collapsus économique, reconstruire la puissance africaine. Nous recevons son auteur, M. Cédric Achille Mbeng Mezui. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je rappelle que vous êtes expert des systèmes financiers, fonctionnaire international, et vous êtes aussi fondateur de Finance Africa. C'est bien cela? Oui, j'en suis membre, oui. D'accord. Alors, avant de revenir à votre livre, Sortie du collapsus économique, reconstruire la puissance africaine, une question. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'économie mondiale et l'économie africaine? Merci déjà de m'inviter sur votre plateau. Si on met le curseur en 2020, on a une crise sanitaire déclenchée en Chine qui se répand au reste du monde. On parle d'effet papillon dans ce genre de cas. Et des conséquences directes sur le plan socio-économique. Sur le plan économique, on voit deux chocs, un choc sur la demande, un choc sur l'offre. Le choc sur la demande, on voit les restrictions, les confinements qui ont un impact direct sur le niveau de consommation, et le choc sur l'offre avec l'arrêt de l'appareil productif. Tout cela a entraîné un effondrement des économies. On voit des récessions en cascade qui vont jusqu'à 12-13% de récession dans de nombreux pays, que ce soit des pays développés et des pays en développement. C'est la première fois en 25 ans que l'Afrique se retrouve à avoir une récession économique. Donc cela a beaucoup marqué les indicateurs macro, a aussi les équilibres déjà fragiles avant cette période, et nous voyons trois grands blocs qui sont en train de se construire. Le bloc américain, qui est toujours le plus dominant, le bloc dollar, même si la taille de l'économie américaine est passée de 20 à 15% du PIB mondial sur les 20 dernières années. On voit la Chine qui est en train de se consolider au niveau de l'Asie, avec son projet du yuan or, un yuan convertible en or, pour dédollariser la zone asiatique. Et les échanges avec la Russie sont passés de 90% avant à aujourd'hui à moins de 50%. Au milieu, on a le bloc européen qui avance dans son programme européen avec un plan d'industrialisation. Et au milieu de cela, l'Afrique qui est en train de regarder un peu ces blocs se construire. Et nous voudrons vraiment nous assurer que l'Afrique ne va pas être la proie des utopies des autres blocs au niveau de l'après-Covid. Ok, justement, apparemment l'Afrique n'est pas restée tout seul. Dans le mois de mai, un sommet international justement a été convoqué à Paris, consacré à la relance des économies des pays africains durement ébranlés par les conséquences de la crise sanitaire. Que pouvons-nous retenir de ce sommet, du sommet de Paris? J'ai suivi ce sommet de Paris avec beaucoup d'intérêt, qui fait suite à plusieurs rencontres déjà de nos chefs d'État et de nos leaders durant l'année 2020, pendant la crise, plusieurs rencontres virtuelles. Et cette rencontre de Paris, qui était une rencontre physique, a permis de voir un peu la concrétisation des discussions entamées déjà avec le FMI. Le FMI a eu à augmenter ses droits de tirage spéciaux. Je vais parler pour les non-initiés, et je vais dire que c'est comme si le FMI faisait une augmentation de capital au prorata de la part de chacun. En augmentant de 600 milliards, donc 600 milliards de dollars équivalents qui sont créés par le Fonds monétaire international. Lorsqu'on regarde la quote-part que chacun prend, ce qui revient en Afrique, c'est à peu près 34 milliards de dollars. Et ce que dit la France, c'est que vu qu'elle n'aura pas besoin nécessairement de sa part, elle peut le reprêter au FMI pour les États africains et mobiliser les autres États pour qu'on trouve une enveloppe environ 100 milliards pour prêter via les banques multilatérales, les banques publiques, les banques régionales sur des projets
qui touchent l'économie réelle, notamment les PME sur le continent, et aussi une partie de ces ressources pourrait servir à l'achat des vaccins, etc. Donc cela est un peu l'engagement fort de ce sommet de Paris et aussi des discussions sur le cadre macroéconomique. C'est ce que j'ai pu retenir du communiqué que j'ai pu lire avec beaucoup d'intérêt. Ok, alors de 33 milliards, la France propose 100 milliards, donc ce sont des prêts. Oui. Donc des prêts pour aider les Africains, les pays africains, à sortir des conséquences de la Covid-19. L'idée est bonne. C'est une proposition et c'est une bonne contribution de la communauté internationale. Il ne s'agit pas seulement de la France, il s'agit de s'accorder avec tous les autres partenaires, les pays les plus avancés, qui ont d'autres ressources et qui préfèrent mettre une partie de leurs droits de tirage spéciaux au service du continent, et donc c'est bienvenu. C'est bienvenu. Alors, c'est dans ce contexte que vous sortez votre livre, Sortir du collapsus économique, reconstruire la puissance africaine. Un livre qui en dit long. Alors, tout de suite, une question, pourquoi collapsus? Alors, j'ai emprunté un peu cette expression à la médecine. Vous connaissez le collapsus cardiovasculaire, qui se traduit par une perte de la tension sanguine, etc. Et donc, il faut une réaction rapide pour prendre en charge le patient et puis de faire en sorte qu'il ne tombe pas dans un état de perte de rythme cardiaque et finisse par nous laisser la vie. Donc, c'est ce que nous avons vu l'année dernière lorsque on a vu les économies réagir avec des mesures exceptionnelles, avec des kits alimentaires, des mesures, des approches fiscales et aussi des mesures budgétaires puissantes. C'est cela le traitement d'urgence. Et ça, c'était très bien. Maintenant, il faut passer à l'autre étape, qui est le traitement. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a stabilisé nos patients et qu'il faut envisager sur le moyen terme un traitement, une nouvelle manière de vivre? C'est cela dont il s'agit. Il s'agit maintenant, après avoir réglé partiellement la question de l'urgence l'année dernière, de réfléchir sur un sentier de croissance pour construire la résilience de nos économies, pour que demain, si une crise similaire arrive, nous ne soyons pas aussi fragiles. Voilà, là vous comparez l'Afrique à un grand malade avec le mot collapsus. Alors quel est le message clé de votre livre? Qu'est-ce que vous proposez justement pour soigner l'Afrique et la guérir? Bon, alors il faut dire que nos modèles depuis les indépendances, c'est un peu la même structure de nos économies. Nous exportons essentiellement des matières premières et nous importons des produits transformés. Et vous avez vu que lorsqu'on a arrêté avec l'effet Covid, on s'est retrouvé avec des marchés qui ont fermé. On a vu qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement. Et donc nous avons eu peur pour notre consommation, pour nos populations. Il faut désormais changer de modèle pour que nous puissions fabriquer nous-mêmes ce que nous consommons. Et donc ce qui est important dans ce livre, c'est le message de doter le continent d'une colonne vertébrale industrielle comme message clé. Et aussi de sortir du cercle vicieux de l'endettement extérieur. Nous avons les capacités internes pour financer nos projets. Nous devons mobiliser ces financements-là, les structurer, nous mettre ensemble, mutualiser nos investissements stratégiques, les définir aussi. Et nous avons aussi cette approche culturelle sur le rôle de la femme dans la société et la place de respect des écosystèmes naturels. Ces points ne doivent pas être pour nous perçus comme des points qui nous sont imposés de l'extérieur. Au contraire, ces points sont en phase avec nos cosmogonies, avec la spiritualité africaine, et donc nous devons nous-mêmes être champions de toutes les questions sur le genre, sur les questions sur les écosystèmes naturels. Nous devons être les premiers à défendre ces questions au niveau international. Monsieur Cédric, dans votre livre, il ressort beaucoup cette idée de mutualiser. Oui. Quand vous parlez de mutualiser, de quoi parlez-vous? Vous savez, on est plus fort ensemble. L'Europe puissante a une politique agricole commune. Les États-Unis subventionnent, avec leur cinquantaine d'États, leur agriculture. La Chine fait pareil. Comment l'Afrique, qui a moins de ressources, va se permettre d'avoir chacun sa politique agricole? Il faut se mettre ensemble pour que nous ayons une politique agricole mieux harmonisée, que nous travaillons sur les chaînes de valeur régionales. Nous parlons des industries, mais regardez comment les autres se mettent ensemble. J'aime bien le projet Airbus, qui est un projet franco-allemand, qui est un projet européen. Chacun fabrique un petit bout et on assemble à Toulouse. Et Toulouse et le reste de l'Europe sont liés à Airbus. Et donc les universités, les centres de formation, les écoles professionnelles, les PME, les grands groupes
toulousain et européen travaillent en harmonie dans ce projet. C'est cela que je veux pour l'Afrique, c'est que nous arrêtions un peu de rester seulement dans nos communautés économiques régionales pour harmoniser les textes. Il y a bien sûr d'autres projets qui sont importants, mais il faut mettre un accent sur l'industrialisation. On se met ensemble pour fabriquer des choses. Donc créer des industries à l'échelle régionale. Régionale. Il ne s'agit pas de coordonner les projets industriels par pays. Il s'agit de concevoir le projet industriel au niveau régional. C'est ça dont il s'agit. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Je vous donne un cas concret. Concevoir l'industrie automobile, la CEDEAO. On peut décider de concevoir l'industrie automobile de la CEDEAO avec une marque. Nous travaillons dessus. Sifka, qui est champion dans tout ce qui est caoutchouc, peut être dans la fabrication des pneus et d'autres outils. Et puis d'autres, au Nigeria, peut-être on fera le moteur, on fera autre chose ailleurs. Et c'est tout ça qu'on assemble, peut-être au port d'Abidjan ou bien au port de Conakry. C'est cela qu'il faut faire. Prenons l'agriculture, prenons le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est les premiers producteurs de cacao. Quel chocolat est fait entre le Ghana et la Côte d'Ivoire? En tout cas, pour l'heure, chaque pays a des petites industries de fabrication de chocolat. Il faut peut-être penser à quelque chose de plus grand qui permet de mettre des chaînes de valeur ensemble. Il y a déjà un marché, ce marché qui est captif, que le marché de la CEDEAO. Vous avez un marché, vous avez des compétences, vous avez la matière première. Qu'est-ce qui manque? Il faut de la volonté pour mettre ensemble le secteur public qui a la volonté, les industriels, le secteur privé, les PME et bien sûr le système financier pour trouver des solutions à ce niveau. Donc, à quelle échelle il faut mutualiser selon vous? Alors, il y a plusieurs façons de mutualiser. Et on n'est pas obligé d'aller à 8, à 10. On peut mutualiser à 2, à 3, à 4. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on ne peut plus continuer comme nous faisons avec des politiques nationales uniquement. Nous n'avons pas assez de muscles pour affronter les défis que je viens de citer. Le grand bloc dollar, le grand bloc européen, le grand bloc chinois. On ne peut pas avoir aujourd'hui le Congo, la Guinée, le Gabon, qui vont négocier seuls face à l'Union européenne. Il faut des blocs, il faut la CAC, il faut la SADC, il faut les COAS. Ce sont ces blocs-là qui peuvent discuter valablement avec ces grands blocs, parce que la Chine, c'est un grand pays, et nous avons besoin de mutualiser nos forces, nos ressources, pour arriver à ce niveau de discussion. Et là, à vous écouter, vous mettez l'accent sur l'industrialisation régionale, mais certains économistes estiment que le moteur de la croissance des pays, ce sont les PME. Mais vous, dans votre livre, pour vous, il faut plutôt mettre l'accent sur l'industrialisation. Oui, tout à fait. Alors, les PME sont utiles, c'est très important, mais c'est une erreur de diagnostic que nous faisons de mettre beaucoup d'accent sur les PME et d'isoler le développement des PME, comme si les PME seules permettaient de développer un pays. Ça, s'est jamais passé. Il n'y a aucun pays qui s'est développé avec les PME. Les PME sont dans la chaîne. Il s'agit de développer le secteur privé. Et donc, dans le livre, je propose un bloc, un cluster avec 4 entités. L'État, au niveau stratège, qui va accompagner sur toute la chaîne. Pas seulement au début, pas seulement mettre un cadre en place, mais va s'occuper de tout. Et donc cet État va agir via des agences, via la région, donc le secteur public, et qui s'appuie sur quoi? Qui s'appuie sur les grands groupes. Les grands groupes sont les vrais porteurs de la croissance. Les grands groupes sont les vrais champions qui poussent et qui tirent la croissance dans tous les pays. En Asie, si vous prenez le cas de la Corée, ce sont les chaebols. Les chaebols, c'est un conglomérat financier et industriel qui a porté l'industrie et la transformation de la Corée, notamment les Samsung et tous les autres que vous connaissez. Et lorsqu'il y a un problème, on soutient d'abord les chaebols. Au Japon, ce sont les Zembazo qui ont fait cela. Et en Europe et aux États-Unis, ce sont les grands groupes. Quand la France sort de guerre, c'est Air France, c'est Gaz de France, et tous ces groupes-là qu'on met en place. On met en place des grands groupes qui vont tirer les autres. Ces grands groupes-là travaillent avec un réseau de PME. On construit en tant qu'État tout le réseau de la sous-traitance. On construit toute la commande publique, toute la commande privée, pour faire un maillage pour que ces entités travaillent ensemble. Et le support de tout ça, c'est le système éducatif, les centres spécialisés, les écoles spécialisées, pour qu'il y ait toujours cette innovation, cette recherche qui travaille ensemble. Chaque fois qu'on va dépenser $1 pour toute la chaîne, il faut qu'on voit l'impact de ce dollar sur toute la chaîne. C'est ça qui est important. Et le système financier doit être conçu pour financer l'ensemble, l'écosystème vertueux. Il ne s'agit pas d'un système financier pour s'occuper des PME. Parce que si vous occupez des PME, mais qu'il n'y a pas de commande, parce que les grands groupes ne sont pas là, qui va les financer? Ça ne sert à rien de continuer à faire des projets isolés de PME sans les mettre dans un écosystème vertueux avec des grands groupes et aussi la recherche et bien sûr l'État qui travaille sur ces points-là. Si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis
Silicon Valley, la plupart des financements et des gros projets, des startups que vous voyez en Silicon Valley, c'est l'argent de l'État. C'est l'argent du contribuable américain qui contribue à financer cela via leur programme de Small Business Innovation Research Program. C'est ça qui permet cela. Les Google, etc. ont été développés grâce à l'argent de l'État. C'est ce qui se passe en Asie. Et donc, nous n'avons pas été seuls à rester dans ce dogme. Parce que c'était un dogme de dire que l'État met le cadre et le secteur privé viendra faire tout seul. Ça ne s'est jamais passé. Ça n'a jamais marché. Vous ne croyez pas au système de la main invisible? La main invisible, malheureusement, n'a permis à aucun pays de passer de sous-développé à industrialisé. Tous les pays qui se sont industrialisés, c'est la main très visible de l'État qui l'a fait. Et ça, je peux l'affirmer, j'ai travaillé sur 3-4 ans sur tous les modèles des pays qui sont développés. C'est la main très visible de l'État qui a permis à ces États de passer de sous-développés à pays industrialisés. D'accord. Alors, donc, l'idée est grande, et créer des industries à l'échelle régionale, créer des grands groupes. Ensuite, les PME viendront autour. Mais qui va financer? Comment on finance ces idées? Alors, c'est très bien parce que à chaque fois qu'on parle de questions de financement en Afrique, on va déjà à l'étranger. Même pour nos PME, on va chercher l'argent étranger alors que nos banques sont surliquides. Non, on a suffisamment de capitaux sur le continent. On a fait beaucoup de progrès ces dernières années et on doit continuer ce travail d'approfondir sur nos systèmes financiers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne viendra financer nos économies avant nous. Nous devons être les premiers à les financer. Lorsque les investisseurs étrangers viennent, c'est pour les industries extractives. Et là, on comprend pourquoi. Mais lorsqu'il s'agit des questions industrielles, qu'il s'agit des autres projets, c'est d'abord nous-mêmes, les Africains, nous devons être les champions, les capitaines d'industrie pour ces projets. Alors, dans le livre, je fais une proposition forte qui est un maillage entre une gestion de dette commune, que j'expliquerai, et puis une stratégie d'investissement, de mutualisation d'investissement stratégique. D'abord, on doit définir nos secteurs stratégiques. Nous voulons être bloc par bloc, région par région. Où est-ce que nous voulons être les meilleurs? Quels sont nos domaines stratégiques et quel est le cadre légal que nous mettons autour pour protéger ces industries-là? Donc, une fois nous avons défini cela, je pense qu'il faut mettre en place des véhicules de financement que j'appelle SPV, Special Purpose Vehicle. On met en place ces facilités où les banques centrales de chaque région vont mettre des ressources. D'autres fonds, comme les fonds souverains, peuvent mettre des ressources. Mais ce qui est important encore, c'est qu'on va utiliser nos réserves de change, l'équivalent d'un mois du portefeuille, qui est déjà investi dans des titres qui sont 2A, 3A, qui sont des titres investment grade. On va prendre ces titres-là, ce portefeuille, on va le mettre en garantie cash de la SPV, ce qui fait que la valeur en termes de crédit va être remontée de cette facilité financière. Donc, cette SPV rehaussée, donc avec un cash collatéral investi du portefeuille de réserve de change, va être l'organe qui va être en charge de lever des fonds. Mais il va lever les fonds où? Pas sur les marchés internationaux, mais sur les marchés régionaux. Donc on va lever ces ressources sur de longue maturité pour accompagner les projets industriels dont je parle dans le cluster. Dans le livre, je cite certains secteurs comme la pharmacie, les industries pharmaceutiques, tout ce qui touche au logement, tout ce qui touche à l'agroalimentaire, tout ce qui touche au transport, à l'automobile. Dans ces secteurs-là, nous pouvons bien avoir des lignes dédiées en levant des ressources pour les financer. Et là, je parle de financer le cluster, je ne parle pas de financer une entreprise uniquement. Et dans ce cadre-là, on voit bien des financements qui enlèvent des financements autour de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, avec des programmes à la fois des placements privés, des placements publics, et cela peut être organisé en termes d'ingénierie financière, et j'explique cela un peu en détail dans le livre, et cela peut permettre à l'Afrique d'avoir un pool de ressources qui permet de toucher les projets qui ont un impact au niveau régional. Plutôt que d'accumuler tous ces petits projets que nous n'arrivons parfois pas à terminer, de rester à en discuter encore des questions, des problématiques, des PPP que nous avons du mal à renforcer dans certains pays, alors que en ayant des pôles régionaux qui travaillent sur la question des PPP, en ayant une expertise mutualisée, nous pouvons effectivement arriver à concrétiser ces projets. Lorsqu'on parle de financer tous ces grands projets, c'est vrai, vous décrivez dans votre livre, vous faites des propositions avec toute l'ingénierie financière qu'il y a autour, mais là déjà, on s'est dit, bon tiens, c'est encore la dette. Et la dette est comme un boulet au pied de l'Afrique, alors qu'est-ce qu'on fait de cette dette-là? Est-ce qu'elle ne va pas nous tirer en arrière? Alors, l'Afrique n'a pas tant de dettes que ça. C'est vrai que nous sommes autour de 70% et que notre PIB qui a beaucoup reculé fait que le ratio finalement dette sur PIB se retrouve élevé. La réalité, c'est que nous pouvons trouver des solutions endogènes à cette question de la dette.
regardons un peu ce que nous avons. Il y a des initiatives au niveau de la dette extérieure, au niveau de la Banque mondiale, les grandes institutions financières et des discussions avec le G20, ce qui est déjà très bien, il faut continuer dans ce sens-là. Il y a cette initiative de Paris avec les droits de tirage spéciaux, c'est déjà très bien. Moi, je vais m'intéresser un peu à la dette intérieure qui m'intéresse au plus parce que l'essentiel de mes interventions touche sur la question de l'autodétermination. Comment nous-mêmes, nous arrivons à trouver des solutions aux problèmes que nous rencontrons. Donc la dette domestique. La dette domestique. Alors, si vous regardez nos marchés, en 2000, nous avions 28 milliards de dollars d'encours de dette obligataire. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 400 milliards de dollars de dette obligataire. Ça veut dire qu'on a bien progressé sur le plan de nos marchés. C'est vrai que nous avons encore 6 pays qui font 90%. Ça veut dire qu'il y a une quarantaine de pays sur lesquels il faut travailler, approfondir le système financier. Donc le gisement est grand. Ça veut dire que nous avons une capacité encore plus importante de multiplier ce nombre par 2 ou 3 dans les années à venir. Donc déjà, cela donne un confort pour dire que l'Afrique a un potentiel financier qui est important. Maintenant, regardons ces 400 milliards de dollars d'encours et disons-nous que région par région, bloc par bloc, les banques centrales se mettent ensemble pour racheter l'encours des titres de chaque région. Pour la banque centrale UMOA et CEMAC, c'est facile parce que c'est une banque centrale commune. Pour les autres, c'est un système de banque centrale, il faudrait qu'ils s'entendent pour le faire. En rachetant 30 à 50% de l'encours de ces dettes, vous réduisez les 400 milliards à 200 et quelques milliards. Okay? Donc vous avez 200 milliards qui partent, c'est de l'oxygène pour donner aux finances publiques des États tout de suite. Ce n'est pas un programme qui viendra dans 2 ou 3 ans, c'est tout de suite. L'impact est immédiat. Il est immédiat. Ils ont tout de suite de l'oxygène pour 200 milliards dans leurs finances publiques parce que les banques centrales vont prendre cela. Les banques centrales vont prendre 5 ans de grâce sur ces dettes-là pour que pendant 5 ans, les États aient le temps de respirer et puis échelonner sur 20 ans ou plus pour le repaiement de cette dette-là. Donc, c'est quelque chose que les banques centrales peuvent faire. La différence avec la création monétaire habituelle, c'est que cette création monétaire reste dans le système interbancaire. Donc c'est entre banques et la vitesse de circulation de cette monnaie est quasiment nulle. Parce que, quelles que soient les injections de liquidités que vous entendez à la télévision des différentes banques centrales, personne ne voit cet argent à Djamé. Personne ne voit cet argent à Korogo, à Ouyem, ou à Bitam, ou à Chibanga. Donc il faut arriver à faire en sorte que le soutien, le stimulus monétaire que nous faisons puisse toucher la réalité économique. Si on donne aux États l'opportunité de réduire leur encours, cela donne déjà de l'oxygène. Maintenant, il faut éviter que les États se retrouvent dans le même engrenage en allant s'endetter davantage. C'est pourquoi j'associe les deux propositions, c'est-à-dire la question de la mutualisation de certaines dettes, les dettes de marché, et aussi la question du véhicule de financement. La condition pour mettre le véhicule de financement en place, c'est de s'engager sur un certain nombre de paramètres par rapport à la question de la dette. Donc, quand je regarde la question de ces 200 milliards, je propose que les ressources essentiellement qui vont être dégagées servent aux questions de financement des stratégies d'investissement, des questions d'industrialisation, pas pour régler des questions de moratoire de dette, etc. Donc il faut mettre l'investissement parce que si on reste dans la période actuelle, on a l'impression qu'on rentre dans les programmes d'austérité et l'austérité crée la récession. Et nous avons vécu ça pendant 2 décennies, dans les années 80-90. Nous connaissons mieux que quiconque l'impact de ce qu'on appelle l'ajustement structurel. Cela a tué des projets industriels dans nos États, cela a tué le capital humain. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons encore les conséquences de cela. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de bilan clair. Voilà. Donc, il faut éviter, lors des crises comme celle-ci, de reprendre les mêmes chemins. Si on reprend le même chemin, on sait où on va arriver. Donc, il faut déjà, dès le départ, refuser de rentrer dans des programmes d'austérité. Ok. Alors, une question pour les afro-sceptiques. Ce n'est pas une première que l'Afrique essaie des grands projets régionaux. En Afrique, on se souvient de Air Afrique. Voilà. Voici un grand projet panafricain. Alors, le siège se trouve dans un pays, et dans un autre se trouvent des centres de formation, ainsi de suite. Mais voilà, ce grand projet est tombé. Il a échoué, mais vous y croyez toujours, il faut des grands projets régionaux. Oui, tout à fait. Alors, il faut... certains regardent le verre à moitié vide, d'autres regardent le verre à moitié plein. Il faut déjà voir qu'Air Afrique a été un grand succès. Il y a eu des choses positives. Et c'est très bien d'avoir Air Afrique. Maintenant, dans la gestion, on n'est pas allé au bout. Mais le problème, c'est que quand vous avez des challenges, il faut les régler. Il ne faut pas qu'on jette le projet parce qu'à la fin, on n'a pas pu le gérer. Mais c'est un très grand projet intégrateur et il faut aller dans ce sens-là. Il faut maintenant tirer des leçons du passé pour voir comment on peut gérer d'une autre manière. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment
d'autres arrivent à mettre des groupes d'intérêt économiques ensemble. Comment on arrive à faire travailler les capitaines d'industrie ensemble. C'est ça qu'on doit arriver à faire. Peut-être que ça a été très soutenu par les États. L'État doit intervenir peut-être à un certain nombre de niveaux, et peut-être dans la gestion, il faut laisser le secteur privé faire, mais c'est des leçons que nous devons tirer. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que nous n'avons pas vraiment le choix. Il faut que nous mettions ensemble pour être plus forts, parce que en face, les blocs sont en train de se constituer. L'Union européenne a fait l'année dernière sa stratégie d'industrialisation. Et dedans, ils ont défini leurs matières premières critiques. Les approvisionnements, c'est la Chine pour les terres rares, l'Afrique pour le cobalt et d'autres matières qui vont servir à leur stratégie d'industrialisation, leur plan climat. Et la demande va exploser de plus de 1000% d'ici 2050. Donc leur source d'approvisionnement, c'est l'Afrique, c'est l'Asie. La question, c'est que nous, Africains, quelle est notre stratégie d'industrialisation? Quelles sont nos matières premières critiques? Quelle est notre stratégie d'assurer les approvisionnements de nos propres matières premières critiques? Si nous ne faisons pas cela, nous allons être la proie du jeu des autres puissances. Donc c'est pourquoi je parle de reconstruire la puissance africaine. Il faut aller de l'avant, savoir que nous devons affirmer notre puissance pendant ce siècle. Nous avons les matières premières critiques, nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources financières, et aujourd'hui il faut nous mettre ensemble pour créer des emplois décents pour notre jeunesse qui est dans la rue et qui est en train de traverser la Méditerranée. Ok, d'accord. Alors, notre émission tire à sa fin, notre entretien tire à sa fin. Et Cédric Mbengue-Mesue, une dernière question. L'Afrique doit-elle regarder l'avenir avec espoir après cette pandémie à coronavirus? En tout cas, c'est notre choix, c'est notre souhait, parce que après une crise comme celle-ci, où nous avons eu peur, où nous avons suivi à la télévision l'étonnement du monde entier, pourquoi l'Afrique résiste, c'est quoi cette résilience? Les gens sont peut-être habitués à voir les Africains derniers à chaque fois. Et cette fois-ci, nous avons mieux résisté. Et nous devons montrer que c'est une nouvelle dynamique. Ce n'est pas juste un effet de hasard. Cette nouvelle dynamique, nous devons la construire. Nous avons été résilients. Maintenant, il faut mettre les choses en place pour qu'à moyen long terme, nous soyons vraiment le continent de l'avenir avec les Africains. Pas seulement le continent en termes géographiques, mais c'est les Africains qui doivent être leaders durant ce 21e siècle. D'accord, merci beaucoup. Alors, c'est sur cette note d'espoir que nous mettons fin à ce numéro d'intelligence économique. Quel, après Covid-19, au regard du livre « Sortir du collapsus économique, reconstruire la puissance africaine » de l'expert des systèmes financiers, le Gabonais Achille Cédric Mbengue-Mesue, un livre sorti aux éditions Raponda Walker. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Chers téléspectateurs, merci. Nos programmes se poursuivent. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.